Bon, bonjour Thierry Baudin, syndicaliste CGT de Sanofi. Pascal Colmine va nous rejoindre normalement tout à l'heure. Donc, merci de faire partie de cette audition du groupe France Insoumise qui a un peu pour objectif, qui a pour objectif de faire un rapport euh, vers fin mai sur la crise du coronavirus, rapport qui, on l'espère, pourra nous aider ensuite dans une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. On espère qu'elle voit le jour. Je voulais commencer par te demander comment la crise épidémique a été anticipée par Sanofi ou n'a pas été anticipée. Là, je parle pour l'instant pour les salariés, puis on parlera après du rôle de Sanofi éventuellement par rapport à l'épidémie elle-même. Bah, la direction de Sanofi, elle a été à l'image du gouvernement dans la prévention, hein, et dans l'anticipation par rapport à cette crise. La direction, elle dit, mais on a fait tout le nécessaire dès le départ. Très clairement non, parce que sur tous les sites de production où les salariés continuent à travailler, clairement, il n'y avait pas, les masques n'étaient pas disponibles et il a fallu attendre 3 semaines avant qu'un stock de masques qui existait sur le site de Vitry, qui était un stock de masques qui datait d'H1N1, hein, qui était certes périmé, mais qui semblait tout à fait utilisable, soit envoyé dans les usines. Et encore, c'est quand la CGT a interpellé la direction des sites de Vitry, recherche et production, qu'elle a enfin daigné d'un seul coup dire oui, ces masques existent et on va envoyer dans les usines, sachant qu'ils ont refusé ce qu'on disait en même temps, c'est-à-dire d'en donner aux soignants, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les EHPAD et ainsi de suite. Et donc, il y a une directive qui a été faite par la direction générale du groupe qui est de dire on ne fait aucun don dans la situation actuelle. En gros, on garde en interne ce que nous avons. Et encore, il a fallu se battre pour qu'il y ait une production de gel hydroalcoolique dans les usines. Donc, ça a été enfin obtenu. Et après plus d'un mois, il y a eu les premiers dons à l'extérieur de gel hydroalcoolique. Mais bon, à chaque fois, il a fallu les pousser, quoi. C'est ça qui est un peu incroyable. C'est pour une entreprise de santé, c'est absolument pitoyable. Donc pas de masque. Donc, les salariés sont allés au boulot pendant des semaines sans avoir partout des protections suffisantes et nécessaires. Donc, la peur au ventre, clairement. Et on sait qu'aujourd'hui, on a plus de 600 cas avérés ou suspects de Covid-19 dans les établissements de Sanofi en France, dont certains avec des chiffres impressionnants, comme plus de 120, rien que sur le site de Marcy-l'Étoile, et des dizaines et des dizaines sur chaque site de la région parisienne, par exemple. Donc, on est face à cette situation. Enfin, les masques sont arrivés et la distance de 1 mètre est enfin peut-être respectée, ou si elle n'est pas respectée, des masques sont donnés aux salariés. Mais très clairement, pendant des semaines, ce n'était pas suffisant au regard des possibilités de contamination par manque de masques dans les vestiaires, dans les salles de pause, on le sait pertinemment, quoi. Donc, direction qui n'a pas été à la hauteur vis-à-vis des salariés, ça c'est sûr. Je ne sais pas si Pascal veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Pascal Comine, tu m'entends? Il y a ton micro qui ne marche pas là. Exact. Et les surblouses aussi. Moi, j'étais en contact avec la secrétaire CGT de Charlefoix à Ivry. Ils avaient besoin de surblouses à un moment. Et en fait, moi, j'ai interpellé la direction du site à Vitry et ils leur ont pas filé de surblouses. Alors qu'il y avait des stocks. Il y avait quelques stocks. Mais en gros, Garrigou, le directeur du site, a dit à un moment, non, nous aussi, on avait des problèmes d'approvisionnement. Donc, en fait, on ne leur a pas donné.
Voilà. Ok, donc Pascal Colming qui nous a rejoint, on est en train d'enregistrer, hein, Pascal, donc c'est des choses qui Ok. seront diffusées après. Donc, si j'ai bien compris, pas d'anticipation de la part du groupe Sanofi vis-à-vis de ses salariés. Est-ce que vous avez l'impression que, bon, le gouvernement, on a l'impression qu'il a largement improvisé, pas anticipé l'ampleur du virus, l'ampleur de la crise. Sanofi, un groupe qui est quand même lié à la question du médicament, n'avait pas anticipé que l'épidémie allait être aussi dangereuse, ou c'est parce que ce n'était pas leur souci? Comment vous voyez ça? On ne peut pas savoir. On peut pas savoir si c'est une négligence ou si c'est une volonté toujours de faire des économies et donc pas d'avoir anticipé suffisamment. Mais en tous les cas, le constat est là, quoi. Au niveau recherche et développement, ils ont quand même ils ont arrêté quand même assez rapidement les projets de recherche et développement. Quand même, malgré tout, c'est surtout, et Thierry a dû le dire tout à l'heure, dans l'industriel où là, ça a continué vraiment à fond de cale, mais sur tous les centres de recherche, à part le centre de Montpellier, où en gros, eux, ils étaient en train de bosser quand même sur les études cliniques, puisque à Montpellier, il y a ce qu'on appelle un clinical supply, où c'est eux qui font, disons, les lots cliniques pour les recherches cliniques, pour le coup. Donc à Montpellier, ils ont continué à bosser un peu plus que d'habitude. Disons, ils ont bossé un peu plus. À Vitry, ça s'est quasiment arrêté, en recherche, hein, je ne parle pas en production. À Strasbourg, le centre a été fermé très rapidement. Et à Chilly-Mazarin, comme c'est un site relativement tertiaire où il y a beaucoup d'études cliniques et beaucoup de gens dans leur bureau, eux, ça s'est aussi. Alors, ça ne s'est pas arrêté parce qu'ils se sont mis à faire du télétravail à 100%. Donc, je dirais qu'en R&D, ils ont été relativement. Mais c'est parce que c'est un truc qui les intéresse. Au départ, ils se sont dit bon, la R&D, c'est pas très grave, c'est sur des projets longs. Ça peut s'arrêter un petit peu. Après, il ne faudra pas que ça dure, mais ça peut s'arrêter un petit peu, en tout cas sur les projets moins prioritaires. Après, sur les projets prioritaires, ils ont continué à faire du boulot qui était quand même relativement utile pour le coup. Faire des lots cliniques pour les études cliniques, mettre en place les études cliniques dans les hôpitaux, ça, c'était quand même relativement important de le faire. Et ils l'ont fait, ça, pour le coup. Au niveau vaccin, par contre, la recherche, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas bien, mais je crois que, oui, il y a des choses qui sont passées. Voilà. En termes de protection des salariés, comment ça s'est passé? C'est les syndicats, les salariés qui ont poussé pour que les choses se fassent, ou au bout d'un moment, la direction s'est quand même remuée? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les conditions de travail d'un point de vue sanitaire sont devenues satisfaisantes pour ceux qui sont sur le terrain? Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Ça ne s'est pas fait tout seul, la protection des salariés. Il y a 2 sites, par exemple. Alors, quasiment tous les syndicats CGT ont alerté sur les problèmes, les risques de contamination dans différents secteurs sur leur site. Et il y a deux sites sur lesquels il y a eu des dangers graves imminents qui ont été lancés, soit par la CGT, soit avec d'autres organisations syndicales, donc sur le site d'Ambarès, sur le site de Lettray, parce que très clairement, que ce soit la distance de 1 mètre qui n'était pas respectée, les masques qui n'étaient pas suffisants, on s'est battu, nous, CGT, pour qu'on se concentre sur la production des médicaments essentiels en lien avec la pandémie, ou ce qui peut être en annexe de la pandémie, et qui est absolument utile aux populations, et il y avait une nécessité peut-être de stopper pendant quelque temps la production d'un certain nombre de médicaments. Ce qui a été la seule chose qu'on a obtenue, c'est que la production de médicaments pour la santé animale soit stoppée. Mais pour la santé humaine, pratiquement, Sanofi a continué la production d'une façon conséquente. Non, ça ne s'est pas fait tout seul. Et c'est à force de les tanner et autres que ils ont annoncé, oui, que les masques allaient arriver dans les usines, oui, que les masques allaient être distribués 2 par jour au minimum pour les salariés. Voilà, tout a été… alors, en même temps, comme le gouvernement, en lien avec la possibilité de les distribuer.
C'est-à-dire qu'ils ont commencé à donner des masques à partir du moment où ils savaient qu'ils auraient le stock nécessaire pour pouvoir tenir dans la durée. C'est partout pareil, hein, partout pareil. Donc, négligence, très clairement, manque d'anticipation, c'est clair. Et ce que nous, on ne supporte pas, c'est le double langage, quoi. Au départ, comme le gouvernement, les masques, ce n'est pas fondamental, ce n'est pas utile. Ce qui est important, c'est de se laver les mains et d'avoir la distance. Et puis, au fur et à mesure, le discours a changé. Et puis maintenant, les masques, oui, évidemment, c'est un plus par rapport à ce qui existait auparavant. Ce langage où on infantilise les gens, on leur fait croire, on les fait prendre des vessies pour des lanternes, ça, c'est absolument inacceptable. Où Sanofi s'est fourni au fur et à mesure ses stocks de masques? On ne sait pas. Je crois qu'ils ne sont pas fournis, d'après ce que m'a dit le directeur du site de Vitry hier. Ils ont un mal fou à commander des masques aussi. Donc, c'est pas en lien avec l'État, c'est eux qui se débrouillent de leur côté. Oui, c'est eux qui se débrouillent de leur côté. Ouais. Donc, ils rentrent sur le marché et c'est à celui. D'accord. Ouais. Okay. Et je suppose que, vu votre métier, c'est des masques chirurgicaux. Alors là, en ce moment, ce qu'ils distribuent pour les reprises d'activité un peu partout, notamment en R&D, donc c'est des masques chirurgicaux pour les salariés qui ne sont pas habilités à bosser ce qu'on appelle en salle blanche, quand ils fabriquent des trucs, stériles, des lots stériles et ainsi de suite. Sinon, c'est des masques FFP2, FFP3, et a priori, il y a des problèmes d'approvisionnement en FFP2, FFP3. Ils se sont fait braquer des trucs sur les sites, ça c'est arrivé aussi. Donc, des lots de masques, des lots de masques ont disparu. Alors, par qui, par quoi, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il y a des masques qui ont disparu. Donc, moi, je dirais qu'en R&D, par exemple, ils ont été vite dans les directives du gouvernement, c'est-à-dire qu'en gros, on arrête le boulot et surtout, on met en télétravail. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire l'avantage de la R&D, et notamment dans ce qui est développement avec les études cliniques, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de télétravail. Les métiers de laboratoire comme le mien, par exemple, je suis chimiste, moi, évidemment, faire des manips chez moi, ce n'est pas possible. Mais par contre, là, ça continue à tourner. Tout ce qui est études cliniques pour les projets, machin, que ça soit oncologie, des trucs comme ça, qui sont relativement importants. Et donc, tout ça, ça tourne. Ça continue à tourner. C'est pour ça que, ils étaient prêts à abandonner un petit peu la présence physique des salariés sur les sites de recherche, sachant que c'est surtout les études cliniques qui les intéressent, parce que c'est les études cliniques qui vont permettre de mettre des médicaments sur le marché. Donc, le reste, les projets de recherche, là, maintenant, ils repoussent un peu, pour le coup, et là, on a été obligé un peu de les freiner. Et nous, la CGT, là, on leur a dit à un moment, c'est bon, il va falloir vous calmer un peu, là, parce que vous voulez reprendre. Et c'est surtout des chefs de département et des chefs d'activité qui se sont dit, allez, c'est bon, on va y aller. Donc là, voilà. Mais ils voulaient reprendre très fort, là. Très fort. Là, je pense qu'ils se sont un petit peu calmés parce qu'on leur a imposé des CSE extraordinaires un peu partout dans les sites de recherche pour leur dire, c'est bon, vous nous associez au plan de reprise des activités pour que tout soit fait dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas des malades. Il faut savoir que sur le site d'Alfortville, là, qui va fermer dans le cadre du plan de restructuration là, qui est fini, mais qui est en train de s'implémenter, il y a eu un mec quand même qui a fini à la réa quand même, qui a fini en réa, qui en est sorti, un chercheur de 58 ans, je crois à peu près. Mais bon, ils ont eu peur, la direction quand même. Alors après, ils disaient, mais oui, mais ça se peut, il n'a pas du tout pris chez Sanofi, le Covid. Il l'a peut-être eu en faisant ses courses. Ça, c'était un grand discours à un moment de la direction. On chope plus le Covid à l'extérieur qu'à l'intérieur des sites. Ouais. On ne sait pas trop où est là, mais bon, voilà. Donc ça, c'était un grand discours. Thierry, tout à l'heure, tu donnais, avant qu'on ait commencé, tu donnais un nombre quand même assez important de personnes contaminées chez Sanofi. Tu peux m'en reparler et savoir d'où ça vient pour que ça a l'air d'être un nombre un peu plus important, proportionnel que par rapport à la population, non ? Tous les salariés ne sont pas testés, très clairement, et tous ceux qui ont les symptômes
ne sont pas testés parce qu'ils sont renvoyés chez eux, suivis par leur médecin Ouais. traitant et ainsi de suite. Donc, le chiffre qui a été donné, qui date de maintenant, je crois, fin de semaine dernière, c'était environ 600 cas de salariés chez Sanofi en France qui sont en cas suspect ou de cas avérés. Oui. Et il y a eu au moins 9 hospitalisations et 3 sont toujours hospitalisés. Combien Ça, de c'est les salariés? chiffres. Combien de salariés? 24 000. On est ouais, 22 alors 22 000 réellement présents. Voilà, il y en a certains, c'est ceux qui sont en pré-retraite ou des trucs comme ça, on ne peut pas vraiment les comptabiliser, ceux-là. Mais il y a plus de la moitié des salariés qui sont en pré-retraite, en télétravail, hein, comme l'a dit Pascal, en R&D, sur tous les sièges, la visite médicale. Tous ces salariés-là sont en télétravail ou en autorisation d'absence payée chez eux. Bon, ça a été fait correctement. Non, le problème, c'est vraiment sur les sites tout particulièrement les sites de production où il y a eu un retard fort à l'allumage. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 120 cas suspects ou avérés sur le site de Marcy-l'Étoile, hein, qui est un site de Sanofi Pasteur, ce qui est quand même très conséquent. Il y en a plusieurs dizaines sur le site de Vitry, recherche, production, sur le site de Maison Alfort. Il y a également sur le site de Val-de-Reuil. Donc, on a un taux quand même de personnes qui ont été contaminées qui est très, très, très conséquent. Donc, alors après, je peux donner l'exemple, hein, sur Maison Alfort, à un moment, il y a 5 salariés à peu près dans la même période qui ont développé les symptômes et il est dit ils travaillent tous soit du matin soit de l'après-midi, les 5. Ils travaillent dans 2 services différents, mais ils se retrouvent dans la même salle de pause et ça se conclut par de toute façon, comme ils ont respecté les distances, ils ont respecté le lavage de mains et ainsi de suite. S'ils ont été contaminés, c'est forcément pas dans l'entreprise. Donc voilà, c'est la démonstration par l'absurde. Alors on ne pourra jamais le prouver, c'est clair, c'est ça qui joue là-dessus, hein, très clairement. Mais à partir du moment où ils sont dans la même équipe, dans 2 services, dans seulement 2 services différents, qui se retrouvent dans la même salle de pause et autres, bon, c'est clair qu'il y a sûrement eu une contamination. Le premier, peut-être qu'il l'a pris à l'extérieur, parce qu'en plus, beaucoup prennent les transports en commun. Mais en tout état de cause, il est fort probable quand même qu'il y a eu une contamination en interne. Et c'est pareil sur beaucoup de sites de production. C'est pour ça qu'il y a eu, comme je l'expliquais, sur 2 sites, en Barès et sur Le Trait, entre autres, le lancement de 2 procédures de danger grave et imminent sur ces questions de la sécurité des salariés. Et c'est qu'après avoir lancé ces DGI que d'un seul coup, les masques sont enfin arrivés. Oui, on va en donner 2 par jour. Voilà, c'est pas à la hauteur d'une entreprise qui se veut citoyenne, éthique, exemplaire et autres. Comme toujours, il faut qu'il y ait une intervention des organisations syndicales, il faut qu'il y ait une bataille des salariés pour qu'enfin les choses bougent. Est-ce que vous pourriez me donner un petit peu les produits, médicaments que produit Sanofi qui ont été utiles face au coronavirus ou qui pourraient l'être, et me dire en fonction de ça si d'une manière ou d'une autre l'État est intervenu vers Sanofi pour qu'il modifie sa production, fasse des priorités. Alors, il y a le Plaquenil. Ouais, il y a le Il y a le Plaquenil. Plaquenil qui va servir, c'est les études de Raoult, hein, à Marseille, là, sur l'hydroxychloroquine, donc qui était un produit Sanofi. Donc, et après, il y a un anti-IL-6. Donc là, il y a le produit de chez Roche, a priori, hein, qui est, alors je sais plus, c'est un nom compliqué, hein, ça finit par Cumab.
je ne me rappelle plus du nom, donc qui a l'air qui donne des résultats intéressants donc, dans le traitement, qui évite en tout cas des inflammations trop sévères. Et chez Sanofi, ils ont lancé une étude clinique aussi sur un produit similaire, un anti-L6 qui s'appelle le Kevzara. Par contre, l'intervention de l'État, moi je dirais que moi j'en sais rien en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que Sanofi s'est dit s'il y a des ronds à se faire, eh ben, c'est sûr qu'on va essayer de lancer des études cliniques sur les produits et sur des produits justement biothérapeutiques. Hein. Alors, pour le coup, là, ça s'appelle l'alirocumab, hein, la molécule, le Kevzara. Donc ça, c'est un produit bio qui peut rapporter du fric. Donc là, évidemment, s'ils arrivent à en vendre, comme le produit de Roche, hein, évidemment que ça les intéresse. Je ne pense pas qu'ils ont eu besoin de l'État pour… je ne sais pas, ça, j'en sais rien. Alors, ce que dit la direction, parce que nous, comme on se battait pour que ce soit vraiment les productions essentielles en lien avec les besoins sanitaires liés à la crise du Covid-19, ils nous disaient oui, mais le gouvernement nous incite à produire tous les médicaments parce qu'il y a une forte demande, il y a un risque de rupture, même sur des médicaments qui aujourd'hui ne sont pas en lien. Et donc, ça, c'était leur argument. Et même, ils ont dit les médicaments d'automédication, hein, ce qu'on appelle les médicaments OTC, eh bien oui, il faut les produire parce qu'il y a une forte demande, parce que les gens achètent dans les pharmacies. Voilà, les médicaments qui sont utilisés face à la crise, en ce moment, alors, Pascal voilà, a évoqué, il y a des essais avec l'hydroxychloroquine, donc, et le plaquenil, c'est le nom commercial, c'est le plaquenil, qui est en association avec l'azithromycine, qui n'est pas un antibiotique de chez nous, mais voilà. Il y a un autre antibiotique qu'on produit et qui est utilisé par certains, c'est l'aspirane, hein, l'aspiramycine, qui est utilisée. Évidemment, il y a des demandes de production pour éviter des problèmes cardiovasculaires, donc du Plavix, hein, pour les personnes qui sont hospitalisées. Il y a évidemment les antidouleurs, hein, comme le Doliprane, pour faire baisser aussi la fièvre, qui est du paracétamol. Bon, il y a un certain nombre de molécules comme ça, donc, qui sont nécessaires et qui ont été produits. Voilà, et certains en très grande quantité. Hein. Quand on prend le Doliprane, ils ont multiplié, je ne sais plus par combien. Je crois qu'ils ont multiplié par 2 la production. Ouais, c'était énorme, quoi. Je crois qu'ils ont fait 5 millions de doses par semaine, un truc comme ça, enfin, un truc de fou. À partir de là, après, comme le dit Pascal, alors, c'est le sarilumab, hein, Pascal. Oui, pardon. Sarilumab, pas l'irocumab. Oui, c'est le sarilumab, donc, qui est une molécule qui a été travaillée avec Regeneron, qui est un anti-interleukine 6, qui pourrait présenter un intérêt, mais il semble que le produit de Roche, c'est le tocilizumab, soit peut-être plus efficace. Enfin, on verra bien. Mais en tout état de cause, nous, ce qu'on dit au niveau de la CGT, c'est que très clairement, quel que soit le traitement, si c'est un traitement ou que ce soit les vaccins, il faut que ça puisse être administré à l'ensemble de la population. Il est hors de question, donc, qu'il y ait des profits qui soient faits sur ce type de médicaments. On n'est pas convaincu que ce soit la volonté de la part de la direction de Sanofi. Autant sur le plaquenil, ils disent on va donner, je ne sais plus, ça coûte rien. Voilà, mais parce que je veux dire, ça coûte pas cher, et puis à produire, et puis voilà. Autant sur le sarilumab, là, le Kevzara, il est clair qu'ils aimeraient bien pouvoir le vendre. Si c'est une dose à 1 000 € la dose, voilà. Pour les formes graves de ceux qui sont touchés par le Covid-19, voilà. Et puis ils vont avoir des arguments, hein, pour pouvoir le vendre. Hein. C'est moins de temps d'hospitalisation, ça peut sauver des vies, et ainsi de suite, et
Voilà. Sauf que dans les pays pauvres, ça ne sera pas possible. Et puis, nos systèmes de santé, ils ne pourront pas non plus, même dans les pays riches, ils pourront pas survivre, surtout avec la baisse des cotisations que nous avons aujourd'hui, avec le chômage très conséquent qui existe. Donc, il y a des enjeux de santé publique sur lesquels, à mon avis, on ne doit pas déroger. Voilà. Donc, après, ça revient à quelle finalité de l'industrie pharmaceutique. On va y venir. Juste une question. Sanofi n'a pas fait de tests, ne produit pas des tests pour le coronavirus. Non. Parce qu'ils ne peuvent pas en faire? Si. Parce que vous n'êtes pas capable d'en faire? Sur les centres de recherche, ils sont capables de faire les tests PCR, les fameux QPCR. Mais pour l'instant, ils ont décidé de ne pas en faire. C'est possible que là, à partir du 11 mai, de toute façon, ils testeront que les salariés. Nous, on leur a demandé un jour s'ils pouvaient évidemment participer à une campagne massive de tests. La direction a dit que non. Pourquoi? Alors, moi, je pense pour plutôt tester les salariés pour quand ils vont rebosser. Ça, c'était leur idée primaire, c'est-à-dire en gros, quand va y avoir une reprise du boulot, il faudra être en mesure de savoir si les gens ils ont été donc infectés ou pas. Donc, c'est surtout pour ça. Et après, ils ont dit à un moment, de toute façon, ils ne pouvaient pas concurrencer des labos d'analyse médicale. En gros, excuse-moi, mais concurrencer à quel niveau? En termes de rentabilité ou en termes de production? En termes de production, a priori. De ne pas en faire suffisamment. Je sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde en cherchait pendant un moment. Donc, l'État n'a pas donné des ordres par rapport à ça. Il n'y a pas eu aucune… C'est pas très clair en tous les cas. Parce qu'au départ, comme le dit Pascal, ils ont dit on est en train de voir pour finaliser des tests PCR sur, entre autres, des centres de production, des centres de recherche, parce qu'on a l'outillage pour pouvoir le faire. Bon, il faut certes des labos P2 et ainsi de suite, mais normalement, il y a la possibilité de faire tout ça. Au départ, ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit en même temps qu'ils avaient pris contact avec un labo extérieur et autres. Mais ils nous ont dit aussi il faudrait qu'on ait des autorisations réglementaires. Voilà. Et puis, d'un seul coup, comme le dit Pascal, hop, ça n'appelle plus l'air d'actualité. Là, je viens d'envoyer un message aux copains qui sont en réunion de CSE pour poser la question justement par rapport à ça. Bon, je n'ai pas le retour. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et on se pose même la question, je ne suis pas convaincu pour l'instant, que dans le cadre du projet de retour des salariés sur site, qu'il y ait un test systématique des salariés. Il semblerait que ce soit que ceux qui aient des symptômes pour lesquels il y ait des tests qui soient réalisés. Donc voilà, c'est encore, on adapte au regard de la pénurie et au regard d'une volonté de faire dont on ne sait pas si elle est liée au choix de la direction, du gouvernement, de ne pas faire concurrence, on ne sait pas. Mais en tous les cas, là encore, ce n'est pas la finalité sanitaire qui l'emporte, c'est d'autres enjeux dont on ne mesure pas, dont on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Bon, manifestement, la crise du coronavirus n'est pas très dure financièrement pour Sanofi, d'après les chiffres qu'on a eus en termes de dividendes et autres. Vous pouvez nous en parler de ça un peu? Thierry, je te laisse la parole. Ouais, non, la crise, non. Sur le premier trimestre, ça se porte bien. sur le premier trimestre, ils ont une augmentation de 6% du chiffre d'affaires et de la rentabilité, et dont ils disent que la moitié est liée à la crise du Covid-19. Et c'était sur le premier trimestre. D'accord ? Donc, on verra ce qu'il en sera sur la suite, mais très clairement, il y a une forte demande de médicaments dans différentes pathologies, différentes classes thérapeutiques. Et la direction est très confiante sur les résultats à venir sur cette année 2020. En même temps, et on voit bien le fait de décider de verser les 4 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, en augmentation par rapport à l'année dernière, prouve bien que, la direction n'est pas en difficulté, et deux, qu'ils sont focalisés d'abord sur
la réponse aux besoins des actionnaires, c'est-à-dire de financer toujours plus les actionnaires et pas la réponse aux besoins de santé. Ou en tous les cas, cet argent, ces 4 milliards auraient pu servir, bien évidemment, à l'externe par rapport à la santé publique, quels que soient les pays, et en interne sur une accélération à venir de projets de recherche sur les médicaments anti-infectieux, alors qu'ils refusent. Nous, la CGT, on a intervenu pour qu'ils reprennent une recherche sur les médicaments anti-infectieux, pas que sur le vaccin, mais aussi sur les antibiotiques. Et la direction catégoriquement refuse. Alors que c'est une nécessité absolue, quoi. Là aussi, pas de consigne de l'État, pas d'obligation de l'État. L'État n'a pas les moyens de dire à Sanofi, qui reçoit des crédits impôt recherche, vous orientez la recherche là-dessus. Eh bien non, parce que le crédit d'impôt recherche, alors qu'on a rappelé, nous, dans un communiqué de presse, que Sanofi touchait entre 110 et 130 millions de crédits d'impôt, dont plus de 100 millions en tous les cas de crédits d'impôt recherche par an, qu'il devrait y avoir une obligation de travailler sur des enjeux de santé publique qui ne sont pas forcément rentables au niveau de ce qu'ils souhaitent, mais qui sont absolument majeurs. Quand on voit la crise actuelle, on voit l'impact sanitaire, on voit l'impact social, on voit l'impact économique, et il devrait y avoir une exigence au regard de ce financement, que ça soit consacré à des besoins fondamentaux. Non, le crédit d'impôt recherche n'est absolument pas conditionné, et c'est même Macron qui nous avait répondu là-dessus, à une obligation de programme de recherche particulier, ni à une obligation de résultat, ni à une obligation d'utilisation de cet argent. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, j'aurais pu à trouver le terme, mais en gros, pour attirer les investisseurs, voilà, c'est sur la compétitivité. Voilà, mais c'est pour attirer, soi-disant, les investisseurs. Ça aurait peut-être été plus utile qu'ils le conditionnent quand même à des projets de recherche qui soient des projets fondamentaux en termes de santé publique. Et puis la boîte va bien aussi avec les conséquences de tous les plans de restructuration qu'ils font depuis 10 ans. Hein. Oui, tout à fait. Ils ont diminué la masse salariale d'une manière considérable, que ce soit en R&D ou dans le groupe. Hein. Donc, forcément, tout ça… un peu depuis une dizaine d'années, c'est quoi comme suppression de postes? Combien? C'est 2500 en R&D, 5000 dans le groupe, c'est ça? Thierry, vas-y. C'est à peu près entre 2008 et fin 2020, ça va être à peu près 5000 emplois CDI qui ont été supprimés. Et là, il y en a 300 à nouveau, non? Comment? On parle de 300 suppressions d'emplois encore cette année, non? Non, ça, c'était la R&D. Ouais. La R&D a pris moins 300, là. Donc, le plan, il a démarré l'année dernière. Il vient de se finir. Donc, avec 300 suppressions de postes. Et en R&D, on a perdu la quasi-moitié des effectifs en 10 ans. Entre 2008 et 2019, on était 6200, 6300. On est passé, on sera là, l'objectif, c'est 3005. Donc, c'est quasiment la moitié des effectifs qui ont disparu en recherche, en R&D. Pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, c'est que on supprime la moitié des effectifs en recherche et développement, donc la recherche. Ouais. On reçoit 110 millions d'euros environ de crédit impôt recherche par an. Ouais. Et en réalité, on cherche moins. Oui. Et on abandonne des axes recherche qui sont fondamentaux en termes de santé publique. On a abandonné sur les antibiotiques, c'est-à-dire sur des médicaments anti-infectieux. On a cédé l'activité il y a 2 ans. On vient d'abandonner Alzheimer, qui est aussi un problème majeur de santé publique. Donc voilà, la direction se concentre. Et le cardiovasculaire. Et le cardiovasculaire qu'on vient d'arrêter, et la neurologie d'une façon un peu générale. Et la direction se concentre sur les axes thérapeutiques où la rentabilité est la plus forte. Il suffit de reprendre les propos de l'ancien directeur général qui disait on ne peut pas être absent du marché de l'immuno-oncologie. Ce n'était pas de dire il y a des besoins fondamentaux dans le cancer et il faut qu'on soit présent. C'est parce qu'il y avait un marché qui était conséquent autour de l'immuno-oncologie qu'on y était. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de marché, on n'y serait pas. Et c'était la conclusion. Pourquoi on a arrêté les anti-infectieux? C'est qu'il n'y avait pas de marché suffisant en termes de rentabilité sur les anti-infectieux. Et là, voilà, on a une belle conséquence de la réalité. Alors, tous
tous les scientifiques, tous les médecins, tous les infectiologues disaient qu'il faut absolument que les industries pharmaceutiques reprennent des recherches dans ce domaine parce qu'il va y avoir des pandémies qui vont nous arriver et des épidémies qui vont nous arriver sur la figure. Bah voilà, on y est. Donc, je résume, une entreprise qui fonctionne très bien, qui fait des gros bénéfices pour ses actionnaires, 4 milliards de dividendes annoncés, qui touche plus de 100 millions d'euros par an de l'État en termes de crédit impôt recherche, qui fait moins de recherche. La preuve, les suppressions de postes pour moitié dans la recherche, et qui, en plus de ça, ne reçoit aucune consigne de l'État, aucun ordre de l'État sur quels médicaments produire et quelles recherches effectuer. J'ai bien résumé. Ouais. Oui, à peu près. Ouais. Alors, pour les médicaments produire, pas tout à fait, parce que là, ils ont obligé Sanofi sur la prod, de produire un certain nombre de médicaments qui étaient absolument indispensables dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Mais en amont de cette crise, non. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de tout ça par rapport à cette crise et par rapport à la façon dont une entreprise comme Sanofi agit et plus généralement la politique du médicament en France? Est-ce qu'en tant que salarié de Sanofi et syndicaliste de ce secteur, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement pour la suite? Il faut un pôle public. Il faut que les médicaments sortent du giron privé. C'est une des solutions. Et alors, je dirais pas que les médicaments, ça devrait être un… Mais bon, ça, je pense que la France insoumise, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut que la santé publique et les médicaments fassent partie d'un gros pôle public de la santé. Là, on voit très bien que l'appétit vorace des actionnaires et de la finance est en train de nous tuer à petit feu. Ils sont en train, là, nous, c'est ce qu'on a dit, puis on a quand même, pendant le plan de la R&D, puis tous les autres plans, on a quand même rencontré pas mal de parlementaires. Ils sont en train de démanteler la R&D en France. Pour la mettre où? Pour la mettre éventuellement en Inde et en Chine, où il y a des marchés, par exemple, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'en fait, en France, on ne vend pas assez de médicaments, donc ce n'est pas très utile en définitive. Et ils externalisent à mort partout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont transféré la recherche interne, la moitié des effectifs qu'on a perdus. Maintenant, ça se passe à l'extérieur de Sanofi, avec des collaborations en tout genre, des rachats de médicaments, des rachats de licences, ainsi de suite. Et donc, en France, ils sont en train de tout démanteler. Il y avait 11 centres de recherche en 2006 aussi. Là, il n'y a plus que 4 centres de recherche. D'ailleurs, et là, ils se rendent compte, je pense en plus, alors pour le coup, avec la crise, c'est qu'ils peuvent beaucoup télétravailler, ils peuvent télétravailler un certain nombre d'activités qu'ils ne faisaient pas pour l'instant en télétravail. Et là, ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir beaucoup télétravailler, par exemple, tout ce qui est études cliniques, ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir rester chez eux. C'est-à-dire que le boulot de labo, par exemple, qu'on fait au centre de recherche de Vitry et qu'on fait un peu à Chilly-Mazarin, en définitive, si ça peut être fait à l'extérieur, ça sera fait à l'extérieur. Et là, le dernier plan de R&D, en fait, externalise à mort tout ce qui était ce qu'on appelle notre activité, notre cœur de métier, c'est-à-dire les labos et ainsi de suite. Avant, ils n'y touchaient pas. Ils avaient commencé à externaliser tout ce qui était un peu les supports et ainsi de suite, l'informatique, tout un tas de trucs. Maintenant, c'est l'externalisation totale de nos métiers avec des partenaires de choix, dont notamment Evotec. Evotec, donc, à qui ils ont vendu le centre de recherche de Toulouse en 2012, pas en 2012, en 2015, qui était donc un centre de recherche Sanofi, et où ils ont aussi cédé toute l'activité anti-infectieuse. Donc Evotec, Sanofi leur a filé le matos, les centres de recherche, les salariés, les activités, des médicaments, pour le coup, un portefeuille par exemple d'anti-infectieux, et maintenant est devenu un des premiers sous-traitants de Sanofi, à Toulouse, dans les locaux qui étaient en interne avant. Donc c'est très clair, leur stratégie elle est très claire, c'est-à-dire qu'on fait bosser de plus en plus des CRO donc sur le métier qu'on faisait avant en interne.
le métier de chimiste, il disparaît petit à petit. Et donc, il y a eu en plus le virage biotechnologique, donc qui est un virage, on va dire, à la mode en ce moment, où toutes les entreprises font du biothérapeutique, font plus de chimie des petites molécules. Et la chimie des petites molécules est en train de disparaître. On s'attend là, au mois de juin, encore à des informations consultations sur un certain alignement sur ce qu'ils appellent certainement les petites molécules, la CMC. Alors, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire exactement le terme, mais en juin, il y aura encore des informations consultations pour certainement simplifier et peut-être éliminer définitivement tout ce qui est recherche et développement en petites molécules. Et quelle est la conséquence, tu vois, pour le public de ce que tu es en train de dire de la chimie petite molécule? Pour le public, tu peux faire en général, les médicaments d'origine chimique sont des médicaments qui, en termes de coûts de production, sont bien plus bas que les médicaments biologiques. Donc, alors, pas tout le temps, mais en gros, en termes de coûts de production, ce n'est pas très élevé. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent être vendus. Alors, il faut voir que après, c'est autre chose. Hein, c'est la manière dont le prix des médicaments est fixé, au niveau en France comme au niveau international, n'est pas forcément fixé en regard du coût de développement et du coût de production, mais au regard de critères pharmacoéconomiques. On le sait. Le marché, toujours. Et donc, normalement, ils sont quand même beaucoup moins chers que les médicaments biologiques. Mais je pense que pour résumer un peu ce que disait Pascal, on voit bien que de laisser les financiers à la tête d'une entreprise pharmaceutique comme Sanofi, la finalité, elle n'est pas la réponse aux besoins en santé. La finalité, elle est d'essayer d'obtenir le maximum de rentabilité. Et de ce fait, ça conduit, comme ça a été dit, à l'abandon d'axes thérapeutiques majeurs, à des pertes d'expertise interne, à des pertes de savoir-faire, à une perte de connaissance de l'ensemble de la chaîne du médicament, de la recherche à la production, à une perte même pour notre pays d'indépendance thérapeutique avec un risque fort par rapport à la Chine et aux États-Unis. Donc, on est face à une situation qui n'est et ça aboutit au scandale qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que laisser cette industrie aux mains des financiers, eh bien, ça a d'autant plus été un handicap aujourd'hui pour répondre à la crise sanitaire que nous vivons. C'est clair. Si c'était des enjeux de santé publique, si c'était dans le cadre d'une appropriation sociale, quel que soit le terme qu'on lui donne, pôle public, nationalisation ou autre, on peut espérer qu'avec le fait que ce soit les professionnels de santé, les salariés, les différents acteurs, les pouvoirs publics qui soient à la tête quelque part de l'entreprise et qui décident des choix en lien avec la société, on peut espérer qu'on aurait été un peu plus à même de pouvoir combattre cette pandémie. Et ça vaut, à mon avis, de l'hôpital aux EHPAD, en passant par l'industrie pharmaceutique et tous les dispositifs de santé qui vont autour. Donc voilà, c'est des enjeux majeurs de société et c'est la démonstration de la faillite du capitalisme concernant la réponse aux besoins de santé. Bon, écoute, on va peut-être arrêter l'enregistrement sur ces mots qui me semblent bien résumer la situation. Merci à vous deux d'être venus à cette audition. Et je rendrai public tout à l'heure. Je vous enverrai d'ailleurs le lien si ça vous intéresse. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.